Lafayette Ronald Hubbard est né le 13 mars 1911 à Tilden, Nebraska. Il passa ses premières années à Helena, dans le Montana, ville rude et mouvementée où à l'âge de 3 ans et demi, il montait déjà des chevaux sauvages à peine dressés. Comme sa mère était une femme très cultivée, fait très rare à l'époque, ses lectures dépassaient celles de son âge. La philosophie, la science et les grands classiques de la littérature occidentale, pour satisfaire sa curiosité constante et peu courante. Comme son père était officier de marine des États-Unis, il eut aussi la chance unique de se rendre dans plusieurs régions d'Amérique au début du XXe siècle. À l'âge de 12 ans, il devint Boy Scout, menant d'abord sa troupe à la victoire dans une compétition régionale de Boy Scout, puis présentant les activités des scouts devant le président des États-Unis, Calvin Coolidge. Mais ce sont ces 21 insignes de mérite qui distinguèrent le plus Ron Hubbard à cette époque de sa vie. Car quelques jours après son 13e anniversaire, il devenait le plus jeune Eagle Scout de l'histoire américaine. Toutefois, d'autres circonstances l'aiguillèrent dans la direction qu'allait prendre sa vie. Spécifiquement sa rencontre avec un officier de marine américain qui avait étudié avec Sigmund Freud et qui présenta les théories de la psychanalyse au jeune Ron Hubbard. Bien que beaucoup de questions soient restées en suspens, c'est à ce moment-là qu'est née son intention persistante de percer les mystères de l'esprit humain. La carrière de son père dans la marine lui a fourni une autre source de recherche, à savoir une nomination en Extrême-Orient qui permit à Ron Hubbard, alors âgé de 16 ans, de visiter l'Asie. C'était une région encore entourée de mystères et rarement visitée par les Occidentaux. Cherchant à répondre à ces questions très fondamentales sur les origines de l'homme et la source ultime de la vie, il parcourut plus de 400 000 km en Inde, en Chine, au Japon et aux Philippines, découvrant de nombreuses cultures lointaines et une grande sagesse enveloppée de mystères, dont les hymnes védiques, source des plus anciennes croyances de l'humanité. C'est aussi pendant ces voyages qu'il a pu entrer dans les lamaseries bouddhistes interdites dans les collines occidentales de la Chine et y voir des phénomènes qui transcendaient toute explication scientifique connue. Peu de temps après son retour aux États-Unis en 1929, il entra à l'université George Washington pour y faire des études d'ingénieur. Il s'agissait d'un programme d'études rigoureux sur la méthodologie scientifique, les outils précis dont il avait besoin pour examiner la pensée humaine avec une exactitude infaillible. On y donnait aussi l'un des premiers cours de physique nucléaire en Amérique, grâce auquel il s'embarqua sur une autre piste de recherche, permettant d'isoler une source de vie postulée, détectable en théorie dans les minuscules particules d'énergie. Pourtant, les expériences en laboratoire n'occupaient pas toutes ses journées à l'université. En juin 1932, il organisa la première de plusieurs expéditions dans des terres lointaines et primitives. D'abord, un voyage de 8000 km dans les Caraïbes, où il entra en contact avec un peuple remontant à plus de 10 siècles avant Christophe Colomb. Puis il y eut Porto Rico, où il dirigea non seulement un des premiers relevés minéralogiques de l'île, mais où il étudia aussi une autre ancienne culture dans les profondeurs de l'île. Puis, pour assouvir sa soif d'aventure, il devint le 385e pilote ayant obtenu son brevet de planeur d'Amérique. Décrit dans des journaux de l'époque sous le pseudonyme Flash Hubbard, en raison de ses acrobaties aériennes. Pendant ses vols sensationnels en avion à hélice dans l'Amérique rurale, il découvrit un autre milieu social. Après avoir quitté l'université pendant la Grande Dépression, il commença sa carrière d'auteur professionnel, transformant les expériences qu'il avait vécues en histoires très mouvementées pour les magazines de l'époque. Ron Hubbard écrivit dans tous les styles, aventure, intrigue, science-fiction, fantastique, western et même des histoires romanesques à l'occasion, et devint une légende incontestée de la fiction américaine. Bien sûr, avec plus de 300 romans et nouvelles à son actif, son rendement était si prodigieux qu'il écrivit finalement des histoires sous 15 pseudonymes différents, remplissant ainsi des magazines entiers. Il écrivait également des scénarios de films à succès pour Hollywood, laissant une marque indélébile en tant qu'auteur, dont la carrière allait durer 50 ans. De même que ses exploits lui fournissaient des idées pour ses histoires finançaient l'exploration, jusqu'à ce qu'il ait voyagé dans tout le pays pour vivre des aventures extraordinaires et se mêler à des populations aussi lointaines que des tribus indigènes américaines le long de la petite pointe de terre de l'Alaska.
En reconnaissance de ses découvertes sur le terrain, le prestigieux club des explorateurs, dont les membres ne sont acceptés que sur invitation, lui fit l'honneur de l'accueillir parmi ses membres et il dirigea alors 3 autres expéditions sous la bannière du club. Mais la raison de ces aventures était en fait de prendre part à la vie pour pouvoir la comprendre. La première percée décisive se produisit en 1937, quand il isola le dénominateur commun à toutes les choses vivantes, un principe dynamique de l'existence. Ce principe fut décrit dans un manuscrit intitulé Excalibur et forma la base de toutes ses recherches ultérieures sur le mental et la source de la vie. Ces recherches furent alors interrompues par la Seconde Guerre mondiale. Comme il avait aussi un brevet rare de capitaine au long cours et qu'il pouvait diriger n'importe quel navire sur n'importe quel océan, il reçut de nombreuses lettres de recommandation en tant qu'officier de marine. En particulier, il était décrit comme étant discret, fidèle, honnête et n'ayant pas son pareil dans l'art d'obtenir des résultats. C'est ainsi que le lieutenant Ron Hubbard devint capitaine de vaisseau de guerre sur l'Atlantique et le Pacifique. Il reçut des médailles prestigieuses pour son service au combat. Son service se termina en raison de blessures de guerre qu'il alla soigner dans un hôpital militaire. Mais c'est aussi là qu'il commença les recherches qui allaient finalement le conduire à ses découvertes. Travaillant avec des soldats blessés qui ne guérissaient pas en dépit de soins médicaux intensifs, il se mit à utiliser tout ce qu'il avait appris durant les décennies précédentes, les principes spirituels de l'Est et les méthodologies scientifiques de l'Ouest. Il a alors découvert que des facteurs mentaux pouvaient inhiber un rétablissement et empêcher l'efficacité des médicaments. Et en s'occupant de ces blocs mentaux, les médicaments faisaient leur effet et les patients recouvraient la santé. Il peaufina ensuite ses procédés en travaillant avec des personnes de tous les milieux, des acteurs et des écrivains de Hollywood, des membres de gangs dont il s'occupa en tant qu'officier spécial du département de police de Los Angeles, et même des patients profondément perturbés d'un hôpital psychiatrique de Géorgie. Cela suscita un grand intérêt de la part du public et une avalanche de questions. La seule manière de faire face à la demande était d'écrire un ouvrage sur le sujet, une œuvre détaillant la théorie sous-jacente, les découvertes et les techniques. Ce livre était La Dianétique, la puissance de la pensée sur le corps, publié le 9 mai 1950. Il déclencha une vague d'enthousiasme populaire et il figura aussitôt sur la liste des best-sellers du New York Times où il resta 26 semaines d'affilée. Cela en fit le livre sur le mental le plus populaire de tous les temps, ce qui est encore le cas de nos jours. Ce livre contient la découverte du mental réactif, source cachée des cauchemars, des peurs irrationnelles, des contrariétés et de l'insécurité. Quoi qu'il en soit, Ron Hubbard n'a jamais considéré la dianétique comme une fin en soi, mais plutôt comme une étape vers ce qu'il recherchait depuis des années, en l'occurrence connaître la source de vie qui est illusoire depuis bien longtemps. Les techniques de dianétique fournirent les moyens grâce auxquels les praticiens allaient bientôt découvrir les vies passées. En menant l'application et la recherche encore plus loin, il parvint à ce qui est connu sous le nom d'extériorisation, démontrant qu'il était possible de séparer l'esprit du corps et du mental. La religion de Scientologie était née. Ron Hubbard continua alors sa recherche sur la nature spirituelle de l'homme, documentant ses recherches sous la forme de milliers de conférences enregistrées, d'articles et de livres. Pour présenter ses découvertes, il fit pratiquement le tour du monde en bateau, et des églises de Scientologie s'ouvraient sur 4 continents, le siège central se trouvant à la résidence qu'il possédait depuis longtemps dans le sud de l'Angleterre. Dans les années qui suivirent, LRH continua ses recherches jusqu'en 1986, date de sa mort. Son œuvre se compose de dizaines de millions de mots publiés et de 3000 conférences enregistrées. Avec plus de 250 millions d'exemplaires de ses livres et conférences en circulation, il a inspiré un mouvement qui fait sentir son influence sur tous les continents et dans toutes les cultures. Si vous vous demandez quelle sorte d'homme a pu fonder la seule religion importante du XXe siècle, la réponse est simple. Un homme qui avait vécu la vie en long, en large et en travers. Un homme qui avait vu beaucoup de sagesse et beaucoup de souffrance. Un homme qui avait passé un quart de siècle à combler le fossé entre l'Est et l'Ouest, entre la science et la religion. Un homme comme Ron Hubbard.